Il y avait un problème technique avec l'imprimante. Donc notre conférencier est tout excusé. Et j'ai le plaisir donc de l'introduire. Je fais bref parce qu'on a déjà dépassé le temps. Monsieur Illich, professeur de littérature à la chaire de littérature du département des Îles-Romains, de la faculté de Zagreb, de l'université de Zagreb, ça suffit. Et puis vous avez le titre dans le programme. Il parlera des monstres disloqués ou leur théorique. Alors on va voir ce qui se cache derrière ce titre aussi énigmatique qu'occupe. À toi la parole. Merci. Je m'excuse encore une fois. Mon imprimante ne marche pas, alors ça a pris un peu. Le micro non plus. Ah, le micro non plus. Oui, Ça va mieux maintenant? Oui, oui, ça va. Oui, donc je me bats contre la technique aujourd'hui. Je commence par une citation de Sartre, une citation archi connue, qui vient des mots. Il dit à la fin: « Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée, à présent je connais notre impuissance. N'importe, je ferai des livres, il en faut, c'est la serre tout de même. La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme, il s'y projette, s'y reconnaît, seul ce miroir critique lui offre son image. » Citation, texte très intéressant parce qu'on a d'un côté la plume, le plumage, la chevalerie, la culture de l'épée, et de l'autre l'épée de la culture, où la politique de l'invention devient, ou est à la fois une politique de la guerre et une politique de l'invention. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mélange très intéressant de la guerre et de l'invention. J'enchaîne tout de suite avec un texte de Carlos Fuentes, où je le traduis, où il explique ce qu'il fait. Carlos Fuentes dit: « J'aime et j'écris en vue d'une victoire transitoire sur l'immense et puissante réserve de ce qui est là et ne se manifeste pas. Je sais que le triomphe est de courte durée. En revanche, il me laisse ma propre réserve invincible pour faire quelque chose en ce moment qui ne ressemblerait pas au reste de notre vie. L'imagination et les mots m'indiquent que pour que le mot imagine et l'imagination disent quelque chose, un roman ne doit pas être lu de la même façon qu'il a été écrit. Cette condition devient quelque chose d'extrêmement délicat dans une chronique autobiographique. L'écrivain doit prodiguer des variations sur le thème choisi, multiplier les choix du lecteur et tromper le style par le style même, à travers les changements constants de genre et de distance. Faire quelque chose qui ne ressemble pas au reste de notre vie. On est au début du milieu, près du reste de ce fameux reste de notre vie. L'écriture, en effet, ce qu'on aime faire, ce que Fuentes dit, ressemble-t-elle au reste de notre vie? Un jeu qui écrit, comment devient-il notre vie ou notre vie un jeu? Le reste toujours, il semble, du côté. Le jeu qui aime et écrit, et ce est amo y escribo dans le texte espagnol ou mexicain, j'aime et j'écris, est très intéressant. Il à la fois lit et délie, joint et disjoint, et rien ne justifie d'identifier activement l'amour et l'écriture, ou d'additionner simplement l'un à l'autre, ce qui mériterait tout un séminaire ou toute une conférence. Ce jeu, donc, s'inscrit dans une chronique autobiographique. Chronique et autobiographie, jeu et allographie, de nouveau un jeu et notre vie, jeu et l'autre ou une autre, cette fois-ci Diane, le roman s'appelle Diane ou la chasseresse solitaire, Diana o la cazadora solitaria, donc une meute solitaire qui est nôtre. D'un côté, raison, logos et mythos, de l'autre, le point
et le labyrinthe de la vie, l'invention de la guerre et la guerre de l'invention. Et puis, il y a le reste. Par le même mouvement, par le même geste, ce jeu s'attache. Il s'inscrit, il entre dans le lieu où les hommes viennent s'oublier, comme dirait Salman Rushdie, ou plus précisément se perdre en eux-mêmes, vivre dans une sorte de rêve de ce qu'ils ont pu ou voulu être, ou, ayant égaré ce qu'ils étaient, viennent se détacher paisiblement de ce qu'ils ont devenu. Le jeu s'établit dans notre réserve, dans le dit de l'imagination et l'imagination du dit, il erre dans les contrées du propre, qui est nôtre, dans les pages, dans les livres. Je note que le mot français « page » est lié à des contrées et à des étrangers, comme le mot latin « pagina », une feuille écrite ou à écrire, au latin « pagus », qui vient du verbe « pango », ce qui veut dire établir solidement, fixer et puis composer des œuvres littéraires, écrire aussi. Pagus en latin signifie village, canton, district, une contrée à frontières ouvertes, contrairement à la ville, et aussi les habitants de ces contrées. Le mot, comme dit Pascal Quignard, le mot latin pagina dit la demeure la plus vaste où l'âme puisse se mouvoir, voyager, comparer, revenir. C'est le pagus, le pays. La page est une extension de l'espace actuel, une démultiplication du milieu. On a déjà, avec ces 3 ou 4 citations, un écheveau de choses, la guerre, la culture, les livres, les pages. C'est-à-dire un thème s'ébauche. Et ce qui reste important, je cite maintenant Pierre Boulez, c'est le jeu avec l'identité du thème. On applique des traitements divers pour enrichir la matière, au point sinon de la rendre étrangère, au moins de la dévier. On manipule la structure harmonique pour créer des déviations ou des effets d'étrangeté. On superpose à l'original des caractéristiques rythmiques exclusives et uniques, mais la référence immédiate est toujours liée à l'identité, à la structure fondamentale, à la distribution formelle. Tout le jeu est basé sur l'identité et l'identification d'un être unique qu'on a d'abord isolé comme une donnée. Donc d'un côté, déviation du chemin donné de l'être unique, égarement de la stratégie de l'écoute, de la lecture et de l'écriture. Dans l'écriture du thème et sur le thème, dans l'écriture de l'identité et sur l'identité, de l'identification et sur l'identification, l'écriture, lecture, écoute, écrite, deviennent la référence du thème, l'identité de l'identité et l'identification de l'identification. Rien de plus charmant, dit Victor Hugo dans son journal, le matin, comme la Diane dans Paris. C'est le point du jour. On entend d'abord, tout près de soi, un roulement de tambour, une sonnerie de clairon, mélodie exquise, ailée et guerrière. Puis, le silence se fait. Au bout de 20 secondes, le tambour recommence, puis le clairon, chacun répétant sa phrase, mais plus loin. Puis celle-là se tait. Un instant après, plus loin, même chant du tambour et du clairon, déjà vague, mais toujours net. Puis, après une pause, la batterie et la sonnerie reprennent très loin. Puis encore une reprise, à l'extrémité de l'horizon, mais indistincte et pareil à un écho. Le jour paraît et on entend le cri « Aux armes !» C'est le soleil qui se lève et Paris qui s'éveille. Je vais parler donc, après ce préambule, de 3 Dianes. La première Diane vient de Hugo. La deuxième vient de Gustav Mahler, qui a composé son Revelge, ou Réveil en allemand moderne. On était 1899. La musique militaire était la plus grande joie de son enfance, comme il dit, mein Entzücken die ganze Kindheit hin. Il n'est peut-être pas tout à fait fortuit que, en parlant de la musique militaire, Mahler emploie presque le même mot que Nietzsche, qui demandait à la musique la joie de la cadence, de la danse, de la marche. Die Entzückungen, welche im Guten gehen, schreiten, tanzen, liegen. Et le texte sur lequel Mahler a composé sa Diane
est le suivant. Die morgens zwischen 3 und 4, da müssen wir Soldaten marschieren, das Gaslein auf und ab. Tralali, tralalai, tralalera, mein Schätzel sieht herab. Le matin, entre 3 et 4, nous, les soldats, nous devons marcher dans la ruelle d'un côté et de l'autre, tralali, et ma petite chérie, mon trésor, regarde dans nous. Omne existens exigit possibilitatem suam, dit Leibniz. Tout ce qui existe demande sa propre possibilité, exige de devenir possible. L'exigence est la relation entre ce qui existe, ou ce qui a existé, et sa possibilité. Elle ne précède pas la réalité, elle la suit. La joie, l'engouement enfantin de Mahler pour la musique militaire ne fait pas comme possibilité ses symphonies et ses lieder. Mahler était conscient que ce bonheur est perdu et qu'uniquement en tant que perdu, il devient le bonheur tel qu'il n'a jamais été, comme dit Adorno. La symphonie, les lieder et leurs marches précèdent la musique militaire et l'écoute infantine, précèdent la possibilité de l'engouement enfantin. Le passé et l'origine suivent comme théâtralisation, ils poussent, ils parasitent comme hallucination de possibilités sur les traces d'un certain présent et d'une certaine œuvre. L'état de siège, c'est Hugo de nouveau, l'état de siège, je ne le cite pas, je commente, l'état de siège embrase en effet le thème. Si la configuration momentanée du réveil dans le Paris assiégé le 21 octobre 1870, telle qu'elle a été fixée dans le journal de Victor Hugo qui s'appelle « Chose vue », j'insiste là-dessus, peut être appelé un thème. Le thème constitue la figure de sa propre structure. La structure n'est pas indépendante de ce qu'elle figure ou articule. Au milieu, au début du fragment, avant le début, rien de plus charmant. Une formule introductive, innocente, sans importance, qui dit la joie, l'engouement pour la musique militaire. Mais le mot français « rien » vient du mot latin « res », qui en français veut dire « chose ». Ce « rien » introduit réunit une figure étymologique, d'ailleurs très importante parce qu'elle va régir tout le fragment. Figure de rien qui est à la fois une chose. Ce qui en même temps est une chose, ou plusieurs, et ne l'est pas, est dit charmant. L'adjectif charmant appartient à la même famille que le verbe charmer et le substantif charme. Ils proviennent tous du mot latin carmen, qui en latin peut signifier un vers, une chanson, une composition poétique, mais aussi, entre autres choses, un oracle, une formule magique et une sorte d'incantation. C'est-à-dire le produit d'une pratique magique ou incantatoire, d'un enchantement. Obstinément, de nouveau, l'histoire comprimée dans cette petite figure étymologique réunit deux choses. D'un côté, une attraction qu'on peut qualifier de quotidienne, et de l'autre, un enchantement par ce qui n'est pas une chose qui est hors du quotidien. Il faut noter quand même que le quotidien hugolien regorge de présence surnaturelle. En se répétant, la répétition souvent fait partie, souvent fait partie des pratiques incantatoires, comme on le sait. Cette simple figure introductive introduit l'enchantement, le charme, parce qu'il est à la fois une chose et peut-être attrayant, et qui ne l'est pas, mais qui peut charmer, être charmant. Cette hésitation, cette tension entre rien et res, entre la chose et le rien, annonce la structure qui suit et qui la produit. Figure de rien et un rien de figure. Inscrit dans le début du fragment comme ouverture, comme prélude à la signification, l'enchantement ou le charme deviennent, après coup, le sens de sa possibilité. Le titre du journal donne des promesses qu'il ne peut pas tenir. Les choses vues disent les choses que Hugo n'a pas pu voir, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut qu'entendre, du tout près jusqu'à la limite de l'horizon, de la mélodie à l'écho, de la distinction à l'indistinction, toujours le même dans l'autre, l'autre dans le même, toujours la répétition, la reconnaissance de l'inconnu et la non-reconnaissance du connu. Cette écoute comprend une hospitalité presque sans condition, la venue de l'autre dans le moi, où le chez-moi devient un chez-soi de l'autre.
comme dit Marie-Louise Mallet. Le son est en quelque sorte recueilli par la lumière. Il se fond dans le jour, devient indistinct, se déarticule dans et par l'écriture qui articule et le son et la lumière. Le thème, dans tous les sens du mot, un thème musical, un thème discursif, articulé par l'écriture comme Diane, se déarticule par cette même écriture dans laquelle il a été couché et recueilli, le discours de la musique dans la musique du discours de la lumière. L'agencement de la machine anthropomorphe se fait variation de l'articulation déarticulante, devient une suite de représentations toujours complètement différentes et toujours exactement pareilles. Écrites, ces représentations, ces variations exhibent l'absence de leur contenu solide des choses, le rien écrit, par l'impossibilité de leur saisissement à travers le contenant. L'impossibilité du saisissement articule le saisir comme déarticulation de l'identification. Le jeu, effet de différence, comme disait Derrida dans Position, attaque l'original, l'identité et l'identification du thème du moi souverain. Son du regard, texte du son dans le son du texte, stratégie de l'autocréation textuelle. Puis le fragment continue, impersonnel. Tout près de soi. On entend d'abord tout près de soi. Comme si, par la reconnaissance de la mélodie et par sa disparition dans le soleil levant, dans la lumière du jour, le texte a déjà contraint, par l'écriture de l'écoute et de la contemplation, ce soi, dans toute la richesse des sens de ce soi, comme auteur, écriture, comme texte, comme journal, de devenir, de se faire je. L'écriture des échos de la mélodie de la Diane, dans et par les échos de la mélodie de la langue, ce soi est identifié et s'identifie avec Paris, mais Paris est lui aussi écrit dans le journal, ouvert, comme un livre disposé, rendu disponible par ce Paris écrit. L'identification avec Paris établit l'état civil du soi, affirme ce soi comme je. Je est la réponse à la contrainte et à l'oppression, le héros des opprimés, des vaincus, des insurgés. Victor Hugo, lui aussi écrit dans et par le journal, témoin et témoignage, document et son signataire. Victor Hugo archive son je. Figure de rien, le rien écrit, ce rien le plus charmant enchanteur, est l'écriture de la chose et de l'enchantement, de la res et du calme. Le Lied de Mahler conclut. Des Morgens stehen da die Gebeine, in Reih und Glied, sie stehen wie Leichensteine. Die Trommel steht voran, dass sie ihn sehen kann, tralali, tralalai, tralalera. Après la bataille qui les a tous fait mourir, je résume le texte, le tambour qui a mené les soldats à la mort, de nouveau, le matin fait l'appel, réveille les morts. Les squelettes se dressent, debout comme des pierres tombales ou des monuments funéraires, le tambour battant devant eux. La Diane est ici la Diane de la mort, l'appel des et aux morts, pour qu'ils puissent être vus comme les spectres, comme les revenants par les vivants. Formule magique ou incantation, la marche, comme le Carmen terré dans le rien de plus charmant hugolien, enchante. Par le même geste, par le même mouvement de la Diane, la marche réveille et la mort et la vie. La marche guide le retour et réunit les squelettes. Ils sont vus par la Schitzel, par la petite chérie, par le trésor. La Schitzel, qui les a vus vivants, les voit maintenant morts comme squelettes et monuments funéraires. Il voit la vie de la mort. Mahler indique dans la partition « Marchierend in einem fort » en marchant d'un seul mouvement. Par le même mouvement, par le même geste de la marche articule, affirme et déarticule, suspend la mort, et réunit les morts dans le défilé des libérés qui, dans le monde de la contrainte, apparaît nécessairement comme un défilé de spectres, un Geisterzug, comme dit Adam. Aux yeux de la petite chérie, la marche est consécutivement et simultanément triomphale et funéraire, un Siegesmarsch et un Trauermarsch, en même temps une chose, le vu, squelette et monument funéraire, soldat, et un rien, une non-chose, l'entendu, la musique, le son du tambour qui a réveillé les soldats pour la bataille, qui les a fait tuer et qui les a hélés de la mort. La petite chérie, la Schitzel,
peut voir l'invisible et l'irréel, de même qu'elle a pu voir le visible et le réel, mais où exactement est le réel ici? Parce qu'elle est enchantée, charmée par l'écoute, parce qu'elle voit ce qui ne peut pas être entendu et entend ce qui ne peut pas être vu. La Schätze est l'autre nom de l'écoute même, l'oreille théorique. Les cris de l'écho, de la Diane, du réveil parisien constituent l'écran dans lequel le jeu se regarde, se voit, se mire, se contemple. La contemplation, la vue et le regard demandent la médiation de l'écrit, le document, le certificat, la confirmation. Et bien qu'il se présente par l'écoute comme cause, ce jeu est à la fois l'effet de l'écho. Bien qu'il se présente par le regard comme cause, ce jeu est à la fois l'effet du regard. Le regard et l'écho précèdent en quelque sorte l'origine à laquelle il semble répondre. Le jeu se fait dans le miroitement, dans le reflet de l'écho, dans l'écran, dans le miroir, dans ce entre, ce inter, qui est en même temps un entre, un antrum, son unique possibilité d'apparition. Le jeu se loge dans ce con et ce ex qui déborde et déstabilise la fermeté de toute confirmation, la stabilité de tout écrit. La mort à la vie dans les marches et la musique militaire deviennent la possibilité ou une des possibilités de la Diane hugolienne. Le réveil des Parisiens, des combattants de la Commune, qui seront, et Hugo le note diligemment dans son journal, victimes d'oppression, de torture, de bannissement, qui seront mis à mort par le gouvernement et engloutis par le néant, sont appelés, rappelés du néant, réunis dans et par leur journal. Le journal est leur réveil, leur Diane décrite dans le journal. Par le même geste, par le même mouvement, le journal les condamne et les réveille, les met à mort et les lève, les confirme leur peine et la commue. Les Parisiens réveillés sont, eux aussi, des squelettes. Ils se dressent, tels les monuments funéraires, tels les défilés de spectres ou de revenants, ein Geisterzug. L'identité, dans ce cas, semble sans cesse disloquée, déplacée, renvoyée hors d'elle-même, précisément par cette écriture de force. Un jeu mal archivé, un faux papier, un document inutilisable, une réponse inadéquate à la question policière. Le tambour réveille les morts et ils se dressent, tels les monuments funéraires, visibles à l'œil qui écoute. Je et un autre, dit René Char. En devenant je, le jeu devient en même temps toujours un il, même dans les choses vues, même dans le revelge, qui, bien qu'il parle de l'oppression de l'individualité et de l'intimité, n'ont à première vue rien en commun avec l'hospitalité, la police, les documents et l'accueil des étrangers. Le jeu devient ce qu'il est uniquement par la possibilité de sa propre répétition. Je répète, roulement, recommence, répétant, reprenne, repris, batterie, sonnerie, dans le texte du fragment hugolien. En servant d'intermédiaire à la médiation, la répétition des mots écrit l'écoute et écoute l'écrit, multiplie les miroirs et les échos. Le jeu devient tout près, mais aussi très loin, de même que, à la limite de l'horizon, le réveil de Paris. Il se fait dans la reconnaissance de l'inconnu et la connaissance du connu, dans la thématisation du thème et à partir du thème, dans l'identification de l'identité et à partir de l'identité. Il semble, en effet, qu'un thème en soi n'existe pas, qu'il existe uniquement en fonction d'un certain développement. Le jeu est renvoi et retard, entre le regard et l'écoute, à la fois hors et dans le texte et qu'au miroir, supposé et défini, conjoint et disjoint, dissuasif parce que simulacre de l'original et persuasif parce qu'original du simulacre, répété et un, répétable et irrépétable, à la fois objectif, assigné et inassignable, personnalisé, subjectif. Deviens ce que tu es, dit Pascal Quignard, mais il n'y a rien qui est à devenir. Nous ne sommes rien de ce que la langue désigne. Au mieux, informis, fin, métamorphosis, question, curiositas, audace, tension, bondir, partir, ici. Je et il, entre guillemets. Une paire de pinces tiennent en suspension une sorte de teinture, un voile ou un rideau.
un rideau d'une courte scène. Le matin, à peine éveillé, quelqu'un ou personne se lève et c'est son premier geste, lève un peu le rideau, le voile, la tenture. Il regarde le soleil se lever, il écoute la mélodie et les échos. Le jour se fait, et dans la zone crépusculaire au contour vague, une hésitation prolongée entre la lumière et le son. Le soleil se lève. Dans l'avènement de la lumière, le son irréifiable disparaît pour s'offrir au regard comme une chose et comme un objet. Paris réveillé, Paris se réveille et devient Paris réveillé. Quelqu'un note, debout, le réveil de la ville, le jeu réveillé de Paris, Victor Hugo. Les choses vues, les choses qu'on voit se produisent dans le crépuscule du jour, dans le moment d'indécidabilité, juste avant que le soleil inaugure un autre lendemain radieux. Dans l'écrit, l'appel aux armes désarme les armes de la paix. L'invention de la politique, du police, à la fois conforte, confirme et infirme la politique de l'invention. Le jeu est l'effet de la littérature, des lettres, des caractères, de la lecture, de l'écriture, puis infirme, efface par son avènement, par sa création, la littérature de l'effet jeu, des lettres, des caractères, de nouveau, de la lecture, de l'écriture. Le jeu n'arrive que pour partir comme il, le il n'arrive que pour partir comme je. En fait, qu'est-ce qui fait en matière d'identité un très grand écrivain? Demande Jean-Luc Nancy. C'est qu'on ne peut jamais prétendre avoir découvert l'identité dernière de ces personnages. Juste l'écrit, le corpus, le corps. Corps et corpus, le corps du corpus dans le corpus du corps, le labyrinthe du contenu. Je vous le demande, dit un des héros de L'amour et autres démons de Garcia Marquez, je vous le demande à cause de ce que vous avez dit sur Voltaire, dit Abrenunzio. C'est une prose parfaite, un petit dialogue. Et surtout empoisonné, ajouta De Laura. C'est dommage que son auteur soit un Français. Vous le dites parce que vous êtes espagnol, dit Abrenunzio. Maintenant, après tant de mélange de sang, je ne sais plus d'où je viens, répondit De Laura. Et qui je suis? Personne ne le sait dans ces royaumes, affirma Abrenunzio. Et je crois que des siècles s'écouleront avant qu'on le sache. À partir de Garcia Marquez, une hallucination. Quelque part au milieu de l'oreille peut-être, de l'oreille théorique, un labyrinthe, le secret, l'ignorance, la division et la différence, le dit de l'imagination et l'imagination du dit. J'entrais dans le labyrinthe, dit Fuentes dans le texte que je vous ai cité, j'entrais dans le labyrinthe avec le désir conscient de me perdre. Premièrement, parce que je voulais être en harmonie avec la fonction même du labyrinthe. Deuxièmement, parce que j'étais persuadé qu'entrer dans le labyrinthe en vue d'en sortir représente le moyen le plus sûr de me transformer en captif du taureau mythique qui l'habite. En revanche, se perdre le désir du salut signifiait contenter Minotaure, le transformer en allié, assoupir ses soupçons. C'est ainsi qu'a dû faire Thésée. La captivité présuppose la présence de l'autre ou des autres, de celui qui captive et de celui qui affranchit. Le désir de sortir du labyrinthe est un appétit du connu. Il renvoie à l'attendu, à la signification fixe et immuable, au même autre laissé à l'entrée. La signification de la sotériologie chrétienne, faite sens, est une dégradation, une phthisie de sens, et la captivité dans le labyrinthe une cosmétique de l'univers. Par contre, contenter Minotaure, le transformer en allié, assoupir ses soupçons, ouvre la possibilité de l'inattendu, défie la recherche du sens, de l'hospitalité, de l'accueil. L'accueil du taureau mythique est imprévisible, ingouvernable, un événement. Au milieu du texte, sans attente, sans espoir de salut ou avec un autre espoir, je vous rappelle Sartre, je ferai le délire, il en faut, c'est la serre tout de même. Au milieu du texte, errance, un ailleurs, sans désir de sortir. Dans le labyrinthe, Minotaure n'est pas l'hôte, il n'accueille pas l'errant.
L'errance est une déviation. L'errant accueille Minotaure dans son errance. Le labyrinthe ne précède pas l'errance, il est la trace de l'errance. La culture, je vous rappelle de nouveau Sartre, la culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme, il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. Du nouveau, au milieu du début, dans l'opération locale qui fait montrer l'absolu, le pas suspendu sur l'entre entre dans les déplacements textuels dont le cours, la forme et la nécessité, comme dit Derrida, n'ont rien à voir avec l'évolution de la pensée ou la téléologie d'un discours. Les Dianes de Hugo et de Mahler, le labyrinthe de Diane de Fuentes, sont des lacérations, des déchirements des draps, des feuilles, des pages, des pièces, des vestiges de la force d'écriture amortis par l'identité du corpus et du corps dans le corpus. Donc on a une Diane à Paris, une Diane qui est la chasseresse solitaire. Diane, ça veut dire batterie de tambour, puis sonnerie au lever du jour pour réveiller les soldats, comme disent Bloch et Wartburg. Diana, originellement, est une divinité italique, depuis identifiée à Artémide grecque, fille de Jupiter et de Latone, sœur d'Apollon, déesse vierge de la lune, protectrice de la virginité. Elle préside à la naissance des enfants, à la chasse et aux incantations nocturnes. La mêmeté de l'identité met en jeu, que l'identité met en jeu, est une mêmeté qui ne revient pas au même parce que lui-même n'est pas déjà donné et ne le sera jamais définitivement. Les simulacres de Diane décrivent les trajectoires des possibilités de leur jeu, dans un champ inépuisable, constitué par l'entrée et la sortie, par l'errance, par ce qui est prêt, par ce qui est prêt et par ce qui est loin, à la limite de l'horizon, parce qu'il procède de soi, mais n'est pas un jeu, la page du texte, lieu de non-origine, la transgression de l'écrit et l'écrit de la transgression. La terre appelle doucement ces grands corps chancelants qui luttent bouche à bouche et qui, du vierge sable osant battre la couche, composeront d'amour un monstre qui se meurt, dit Paul Valéry dans les fragments du Narcisse. Si cela dont on parle ici, et dont parle Valéry, est quelqu'un ou quelque chose qu'on puisse représenter par une figure, qui est ce monstre, ce monstrum, avec lequel on fait une alliance, qu'on recueille, qu'on tente et qu'on fait mourir sur le sable vierge, ce sable qui est aussi une couche, un drap, une page, un linceul, un suaire. À la fois le lecteur et le lu, le Minotaure est la figure de rien et rien de figure. Un rien de figure. Simulacre de la transgression et transgression du simulacre, l'autre est le même, son propre enfant parce qu'il est lu, et le monstre parce qu'on arrive à lui par des décentrements, des glissements, des émissions secrètes. Monstre, le monstrum. Monstrare veut dire beaucoup moins montrer une chose qu'indiquer la façon de se comporter, indiquer le chemin à suivre. Et il faut comprendre un monstrum comme conseil, avertissement des dieux, précise Émile Benveniste. L'enfant est le monstre, la transgression de l'écrit et l'écrit de la transgression, une auto-hétérographie. Dans la Médée de Sénèque, Médée dit Recipe iam gnatos parens, ego inter auras aliti curru vehar. Et Jason répond per alta vade spatia sublimi etere, testare nullos esse qua veteris teos. Jason répond, vas-y, dans l'éther, mais pour témoigner qu'il n'y a pas de Dieu dans le ciel où tu te démêles. Les monstres, comme de Sénèque, et les monstres en général, Médée par exemple, sont absolus, absoluti, déliés et libérés de contraintes, téméraires, par leur furieuse constance dans le crime contre les rituels et la communauté, contre la société, l'État, le lecteur, l'écrivain, la critique, le texte, le livre. Ils avertissent que, dans le ciel, il n'y a pas de Dieu qui pourrait, grâce à quelques contrats ou sympathies, justifier, affirmer, fonder, confirmer ce qu'ils manifestent, leur propre vérité et leur propre origine.
originalité. Mais, vous allez reconnaître l'écho de Sartre, mais le ciel est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. Diane Revelge. Seuls les dieux et les Kailikolai, les habitants du ciel, peuvent dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais vous connaissez sûrement, dit Cicéron, le vieux mot de Caton. C'est une merveille qu'un prêtre spécialiste des entrailles ne se mette à rire quand il voit un autre prêtre spécialiste des entrailles. Il le dit dans les Divinatio. Peut-être le même rire fou prend l'augure les spécialistes du ciel quand ils voient un autre spécialiste du ciel. Merci. Cet exposé tellement riche, tellement flamboyant et qui était assez difficile peut-être à suivre à l'oreille sans qu'on ait le texte ou le texte préalable. Non, ce n'est pas une critique, je veux dire, si jamais il n'y a pas de commentaire, c'est un peu normal, mais n'importe comment je m'adresse à la salle parce que je sais que le temps est à peu près expiré, le délai prévu est terminé, nous devons nous déplacer, mais n'importe comment, j'aimerais pas que on s'arrête là. Est-ce qu'il y a des commentaires, c'est pas vraiment qu'il y ait des questions à poser, des questions précises ou méthodologiques, mais au moins quelques allusions, commentaires, inspirations, illuminations. Moi, je prenais des notes parce que, évidemment, les associations venaient au cours de l'exposé. Ou bien vous êtes un peu sur le qui-vive, on attend la séance prochaine. Je vous remercie, mais posez. Moi, je n'ai pas une question, juste cette métaphore qui se cache derrière le monstre. Donc, ce n'est que la démonstration. C'est ça, la monstration. Justement, le monstre n'est pas une démonstration. Non. Non, c'est un avertissement, un chemin à suivre. C'est tout à fait différent. C'est plutôt une caution qu'une démonstration. Dans ces stratégies de lecture, évidemment, il y a d'autres conceptions du monstre, bien que, en parlant, dans le cas des monstres, en parlant des conceptions, c'est très difficile, puisque, par définition, un monstre est infigurable, il ne ressemble à rien. D'autres? Et rien, c'est... Rien, c'est très ambigu. C'est touchant, quand même. Oui, c'est très ambigu. Non, rien, c'est important, évidemment. Le rien positif, on en a parlé hier à propos du non-lieu. Justement, ce que j'ai apprécié, c'est cet appel aux métaphorisations qui sous-tendent ces termes de monstre et de rien. Non, mais ça a l'air d'aller dans beaucoup de sens, mais enfin, chaque fois quand même, tu nous ramènes vers un nœud. Alors, ce n'est pas maintenant le moment ni mon rôle d'expliquer le texte que vous venez d'entendre, mais par exemple, j'étais très sensible au mot évidemment de Quignard, de bien ce que tu es. En fait, c'est du Goethe qui dit on finit toujours par devenir ce qu'on a été, mais c'est un peu le rôle de l'art ou de la culture, celui indécidable, qui est entre le point de départ de l'être et le sujet que tu finis par devenir, et tout sujet qui à la fin se disloque, non pas en monstre disloqué, mais pour redevenir être initial, être goethien ou quignardien. Donc il y aurait beaucoup de choses évidemment à en dire, mais je crois, est-ce que j'ai mal lu, mal entendu, mais
entre l'être du début, chez Vignal ou chez Goethe ou chez Hugo, et le sujet qui petit à petit se construit. Oui. L'art et la culture a un rôle. Elle ne justifie pas, mais c'est le lieu justement de la constitution du sujet moderne, mais qui finit par se disloquer. C'est ça qui est malheureux, parce que si on arrivait à terminer un sujet comblé et plein de dimensions, mais c'est que l'art en même temps disloque ce qui a été construit. Exactement. Et ça c'est le reste positif et négatif. Oui. Alors j'ai bien compris quand même. Bon élève. Bon élève du bon professeur. Merci de votre attention. Alors je crois que je dois lever la séance. Oui, non il est pas 3 pour heures, il faut quand te même. gâcher Non. le jeu, pour te priver de débat et de discussion, mais qu'on est obligé de suivre l'horaire. Hein. Bien sûr. Mais merci Nena.